Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce webinaire sur la signature électronique, fonctionnement et bonnes pratiques. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Nicolas Amblaine, qui est donc Counsel chez PwC Legal à Luxembourg, et Jonathan Williams, qui est Head of Legal Op chez Calam à Paris. Donc, que des personnes de haut niveau et très sympathiques avec moi aujourd'hui. On est ensemble pour une petite heure avec un agenda assez chargé, mine de rien. Donc, on essaiera d'aller au plus vite pour que vous puissiez poser vos questions à la fin. Donc, on se présentera rapidement. Ensuite, Nicolas vous fera un petit rappel des fondamentaux sur la signature électronique, parce que ce qui est rappelé 2 fois, c'est toujours mieux qu'une. Donc, même si parfois on croit se souvenir, il y a quelque chose qui nous échappe. Ensuite, Jonathan vous donnera des conseils pour choisir la bonne solution sur comment bien la mettre en place, les pièges à éviter, etc. En termes de coûts, de risques, d'intégration informatique, etc. Et ensuite, moi, je vous donnerai quelques astuces et exemples pratico-pratiques sur voilà, comment bien l'utiliser au quotidien dans vos entreprises. Et puis ensuite, on se gardera un petit temps pour les questions à la fin, parce que le but, voilà, c'est que vous puissiez aussi poser toutes les questions que vous pouvez avoir, que vous soyez déjà utilisateur de signature électronique ou en train de changer de solution ou en train d'en choisir une pour la première fois. Tous les cas de figure sont possibles. Donc voilà, l'introduction, bon, on s'est déjà présenté rapidement, mais voilà, on a un avocat avec nous, on a un ancien juge anglais immigré à Paris et maintenant Head of Legalop d'un prestataire donc de Legalop à Paris de renom, et moi-même qui suis juriste et Legalop en entreprise et également consultant en Legalop du côté de la France et du Luxembourg. Donc pour commencer, donc je vais laisser Nicolas vous faire un petit rappel des fondamentaux, des bases de ce qu'est la signature électronique. Merci Quentin et merci pour l'invitation. Ravi d'être présent pour parler des signatures électroniques. Alors, je ne connais pas le niveau des participants par rapport à cette matière-là. J'imagine que vous avez déjà entendu parler de la signature électronique tout au moins. Peut-être que vous connaissez déjà les différentes catégories, mais comme Quentin le rappelait, je pense que ça ne fait jamais de mal de revenir aux bases pour être sûr que tout le monde au moins est au même niveau. Alors, d'un point de vue strictement définition juridique de la signature électronique, je vais en parler au slide d'après, mais en fait, on a une réglementation européenne qui s'appelle la réglementation eIDAS, qui définit ce qu'est une signature électronique et qui sont en fait des données sous forme électronique qui vont être jointes ou associées à d'autres données sous forme électronique et que le signataire va donc pouvoir utiliser pour signer un document. Et c'est justement ça qui va permettre, c'est ce procédé technique en fait qui va permettre d'authentifier les personnes qui signent, qui va permettre aussi de recueillir leur consentement, puisqu'au final une signature c'est un peu ça, c'est de dire qu'on est d'accord avec le document que l'on signe, et ça va permettre aussi d'assurer de manière durable la conservation du document signé dans son intégrité et de manière inaltérable. Donc, si la signature est suffisamment forte, on va voir qu'il y a plusieurs niveaux, ça donnera des garanties à ce niveau-là. Donc, on va commencer par la signature simple. C'est le niveau de force probante le plus bas. C'est-à-dire qu'en cas de contestation de la validité de la signature, c'est la personne qui s'appuie elle-même sur la signature, donc c'est celle qui a signé le document, par exemple, qui va devoir démontrer que elle-même, que c'est bien elle qui a signé le document. Par exemple, une signature simple, ça peut être la signature d'un document PDF via Adobe. Donc, vous voyez, quand vous allez dans Adobe, il y a le Fill and Sign. Vous pouvez indiquer votre nom ou une sorte de paraphe. Voilà, il n'y a pas vraiment de mesure de sécurité particulière par rapport à ça. Et donc, c'est une signature simple. Et donc, il y a aussi un cas de jurisprudence qui est, on va dire, relativement récent, de fin octobre 2022, qui dit tout simplement que la signature électronique doit être considérée comme étant simple par défaut, donc ou par principe,
ce n'est que dans l'hypothèse où un certificat de signature le mentionne qu'elle sera considérée comme avancée ou qualifiée. Et généralement, quand les providers ne vous disent rien, vous pouvez partir du principe que c'est une signature simple. Le niveau un petit peu plus élevé, c'est la signature avancée. Ici aussi, c'est à la personne qui se fie à la signature de prouver sa validité. Donc voilà, la charge de la preuve reste sur cette personne-là, mais la preuve sera un petit peu plus facile à fournir, étant donné qu'il y a un petit peu plus de garanties de sécurité qui sont associées au certificat de signature avancé, parce que notamment, il y a une sorte de double authentification ou vérification. Donc généralement, en fait, quand vous signez avec une signature avancée, on va vous demander généralement une sorte de code ou de confirmation, soit par email ou par SMS le plus souvent. Et donc ici, à nouveau, l'avantage d'utiliser cette signature électronique avancée, c'est que la charge de la preuve sera facilitée par ces mesures de sécurité qui sont mises en œuvre par le prestataire de service. Donc, si vous voulez, c'est le niveau intermédiaire. Et puis alors, vous avez la signature qualifiée, qui est la plus forte et qui donne une présomption d'être équivalente à une signature manuscrite. Donc l'avantage, c'est qu'en cas de contestation de la signature devant un tribunal, c'est la charge de la preuve qui incombe à la partie qui va contester la signature. Donc s'il y a une partie qui dit non, la signature n'est pas valable, ok, il faudra démontrer que malgré toutes les mesures de sécurité qui ont été mises en place, ce n'est pas la personne qui prétend avoir signé le document qui l'a signé, ou que par exemple le document a été altéré. Donc en d'autres termes, la valeur ou la force probante d'une signature électronique va augmenter ou diminuer en fonction du niveau de la solution de signature électronique que vous allez vous utiliser. Et donc, juste pour faire la distinction, la force probante, c'est une signature valide qui va lier le juge. Donc, par exemple, s'il y a une contestation devant une juridiction, alors que la valeur probante, c'est une signature qui n'est pas valide, ou en tout cas qui ne lie pas le juge, mais dont il peut tenir compte. Donc, quand on a une signature électronique simple ou avancée, ça pourra toujours constituer un commencement de preuve par écrit, et donc on pourra toujours apporter d'autres preuves sur le côté pour démontrer que on est bien la personne qui a signé le document et que le document est authentique. Alors j'imagine qu'on va voir par la suite dans les autres slides quelle est la meilleure solution, mais juste pour vous donner déjà quelques mots, en fait ça dépend du cas de figure. C'est pas nécessairement la signature électronique qualifiée qui est toujours la plus adaptée, car parfois elle peut être même souvent elle peut être un peu plus contraignante. Mais c'est plutôt une question de gestion des risques, c'est-à-dire que les transactions qui vont requérir une certaine certitude juridique, on va vous recommander de plutôt utiliser la signature qualifiée ou à tout le moins avancée, alors que des documents, on va dire, quotidiens ou qui ne sont pas critiques ou qui n'ont pas une importance très importante, voilà, vous pourrez les signer soit avec une signature simple ou avancée. Donc, j'ai mentionné le règlement EIDAS. Donc, ça remonte en fait à 2014. On avait une grande diversité de réglementations locales dans l'Union européenne, qui était due en fait à des différences d'interprétation de la directive précédente. Et donc, la solution au niveau européen, c'était de dire, voilà, on va mettre à jour ce cadre juridique et on va passer d'une directive à un règlement, ce qui va permettre en fait d'harmoniser les principes au niveau européen. Donc clairement, l'objectif, c'était d'établir des règles qui étaient communes au niveau européen pour les services de confiance tels que la signature électronique. Et alors, dans ce règlement EIDAS, et entre parenthèses, il y a un règlement EIDAS 2.0, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler plus tard dans la présentation, qui va arriver prochainement. Donc, dans ce règlement EIDAS 1.0, il y a 3 principes fondamentaux relatif à l'effet juridique des signatures électroniques. C'est premièrement un principe de non-discrimination, un principe d'équivalence et un principe de reconnaissance mutuelle. Alors rapidement, le principe de non-discrimination, ça signifie que on ne pourra pas refuser l'admissibilité d'un document qui est signé électroniquement en tant que preuve dans une procédure judiciaire au seul motif qu'il est sous forme électronique. Donc, on ne peut pas discriminer un document qui serait signé de manière électronique par rapport à un document
qui serait signé de manière classique. Le second principe, c'est le principe d'équivalence, c'est-à-dire que la signature électronique qui a le niveau de certificat le plus élevé, donc la signature qualifiée, aura un effet juridique équivalent à celui d'une signature manuscrite. Donc, à nouveau, vous avez une équivalence entre une signature manuscrite tout à fait classique mais uniquement la signature qualifiée. Donc, ça ne s'applique pas malheureusement aux signatures avancées ou aux signatures simples. Et enfin, vous avez le principe de reconnaissance mutuelle. Donc, en vertu de ce principe-là, une signature électronique qualifiée qui sera délivrée dans un État membre de l'Union européenne. Donc, cette signature électronique-là qualifiée sera reconnue automatiquement également comme une signature qualifiée dans tous les autres États membres de l'Union européenne. Donc, vous savez probablement qu'il y a des services providers qui sont un petit peu partout en Europe. Et donc, même si vous utilisez, par exemple, si une entreprise utilise une solution de signature électronique qui est fournie par un prestataire qui, lui, est basé en France, bah, cela sera reconnu également au Luxembourg, en Belgique, en Italie et dans tous les autres pays européens. Donc, ces trois principes-là, vraiment, ils sont très importants et ça permet de justifier, si vous voulez, le côté intéressant des signatures électroniques d'un point de vue juridique. Alors, juste un petit mot sur les clauses contractuelles. Donc, quand vous signez des contrats classiques, vous aurez généralement remarqué que dans un contrat classique, vous avez tout à la fin du document une petite clause qui dit que ce document a été signé en autant d'exemplaires que de parties, où il a été signé en 2, 3, 4 exemplaires. Avec une signature électronique, en fait, vous avez un seul original pour toutes les parties. Donc ici, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que vous devez faire attention au type de signature que vous allez utiliser, donc soit de signature manuscrite, soit de signature électronique, pour que vos clauses contractuelles soient bien adaptées. Et vous pouvez même aller plus loin si vous savez que vous allez signer ce document-là de manière électronique. Ben, mon conseil, c'est de vérifier ces clauses contractuelles-là pour vous assurer que cette possibilité de signer de manière électronique est bien intégrée dans le document pour pas qu'il y ait de contestation par rapport à ça, et peut-être même de déterminer quel est le niveau de signature qui est attendu des parties ou qui sera reconnu. Donc, vous pourriez partir du principe que la signature sera reconnue et ne sera pas contestable, un petit peu comme si c'était l'équivalent d'une signature qualifiée. Alors, il y a quelques pièges à éviter avec la signature électronique. On reçoit souvent des questions et en fait, on se rend compte que ce sont souvent les mêmes questions qui reviennent. La plus fréquente étant, est-ce qu'on peut mélanger des signatures électroniques avec des signatures manuscrites dans le même document? Et en pratique, en fait, c'est pas du tout recommandé parce que soit vous avez un document qui contient une signature électronique, et donc vous dites, je vais l'imprimer pour le signer et le rescanner. Mais dans ce cas-là, vous allez perdre en fait la traçabilité des certificats numériques qui sont évidemment collés au document, si vous voulez. Donc, en l'imprimant, vous allez perdre cette traçabilité. Soit dans l'autre hypothèse, vous allez numériser un document qui aurait été signé. Et donc, dans ce cas-là, malheureusement, ce n'est plus une signature qui sera considérée comme originale et sur laquelle vous allez apposer une signature électronique. Et donc, voilà, ce n'est vraiment pas l'idéal. Donc, à nouveau, une recommandation serait plutôt de soit rester sur des signatures électroniques uniquement, soit de rester sur des signatures manuscrites, avec une petite précision qui rien ne vous empêche d'avoir plusieurs niveaux de signatures électroniques différents. Donc, il pourrait y avoir une personne qui signe avec une signature avancée et une autre personne qui signe avec une signature qualifiée, même si à nouveau, ce n'est pas strictement recommandé, il n'y a rien qui l'empêche. Et alors, quelques petits mots encore, s'il me reste 2-3 minutes sur la jurisprudence. Il y a eu un arrêt qui concernait la Bulgarie, et donc c'est un arrêt qui a été rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, donc c'est vraiment la Cour avec le niveau le plus élevé au niveau européen. Et donc pour vous donner rapidement le contexte, il y avait une loi bulgare qui existe toujours et qui permet aux autorités administratives d'émettre des documents qui sont signés électroniquement. Mais il y avait une condition, c'est que ces documents
soit signé avec le niveau le plus élevé de signature électronique, qui est donc la signature qualifiée. Et il y a une société bulgare qui a reçu un ajustement d'impôt TVA et qui a voulu challenger un document qui avait justement été signé par l'autorité bulgare. Et donc, il y avait plusieurs questions qui se sont posées dans le cadre de ce dossier. Une première question, c'était que le provider bulgare qui avait été utilisé mentionnait comme terme signature électronique professionnelle. Donc, signature électronique professionnelle, quand vous regardez dans eIDAS, vous le trouvez nulle part. C'est pas une simple, c'est pas une avancée, et c'est pas une qualifiée. Et donc, la Cour a clarifié que le fait pour un provider d'indiquer voilà, des termes qui en soi n'existent pas dans la réglementation n'affecte pas le fait qu'une signature soit ou non considérée comme une signature qualifiée. Donc en fait, la seule chose qui compte, c'est de savoir si la signature répond aux exigences du règlement eIDAS. Qu'on l'appelle d'une manière ou d'une autre, ça n'a pas en principe d'impact sur la qualité de la signature elle-même. Et alors, dernier mot par rapport à une petite jurisprudence canadienne. Alors ça peut être un peu plus éloigné pour nous Européens, mais ça m'a fait sourire quand je l'ai vu. Ça date de juin 2023. C'est un cas qui concernait en fait une personne qui souhaitait acheter 86 tonnes de lin. Et donc, il y avait eu des échanges sur WhatsApp entre la société qui vendait le lin et la personne qui voulait les acheter. Donc, la société dit, bah voilà le contrat comme convenu, est-ce que c'est OK? Et donc, la personne a simplement envoyé un emoji avec un pouce levé. Et il y a eu toute une contestation de savoir si le contrat était valable ou pas, voilà, comme, comme sur l'écran. Et le tribunal canadien, donc je précise, c'est au Canada, c'est pas du tout en Europe, mais le tribunal a estimé que cet emoji avec le pouce levé, bien que ce n'était pas vraiment traditionnel, constituait un consentement valable et a même été plus loin à considérer que c'était une signature électronique valide en vertu de la législation canadienne, puisque ça remplissait les deux objectifs des signatures à nouveau sous la loi canadienne, à savoir l'identification de la personne qui signe, parce qu'il n'y avait pas eu de contestation par rapport au numéro de téléphone sur WhatsApp, et que c'était l'expression de l'acceptation du contrat, donc qu'il y avait bien un consentement valable. Voilà pour le récap en 10-15 minutes top chrono des fondamentaux. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le timing. Et évidemment, s'il y a des questions par rapport à ce que je viens d'expliquer, ce sera avec un grand plaisir d'y répondre par la suite. Merci Nicolas. Peut-être juste avant de passer la parole à Jonathan, il y avait une question. Est-ce que tu peux donner un exemple de comment démontrer que les conditions sont remplies pour les signatures simples? En supposant que la bonne foi ne suffit pas, comment est-ce qu'on démontre qu'une signature simple, c'est bien la bonne personne qui a signé? Bah, en fait, c'est assez compliqué parce que, comme je l'expliquais dans la signature simple, il y a pas beaucoup de mesures techniques qui va permettre de prouver que c'est bien la personne. Je veux dire, je pourrais ouvrir un document PDF, indiquer Quentin Ramaget, je signe un document, je l'envoie. OK, qu'est-ce qui me prouve que c'est bien la bonne personne? Bah, en fait, pas grand-chose. Et c'est justement pour ça que cette signature, enfin, ce niveau de signature n'a pas un niveau de force probante très élevé. C'est parce que c'est assez facile on va dire, d'indiquer ce que l'on veut. Et comme je l'ai expliqué aussi, par défaut, ça sera toujours une signature électronique simple, en fait. Donc, vous n'avez pas grand-chose à démontrer pour dire que c'est une signature simple. C'est plutôt si vous voulez démontrer que vous avez une signature avancée ou qualifiée, bon, bah là, vous aurez un certificat qui sera lié au document et ce sera beaucoup plus facile sur base de ce certificat-là et des mesures techniques qui auront été mises en place par le prestataire de démontrer que c'est bien la bonne personne qui a signé et que le document, par exemple, n'a pas été altéré. Merci. Je vois qu'il y a une autre question sur la jurisprudence. Peut-être on y reviendra à la fin pour avancer un petit peu, mais en tout cas, elle est bien mémorisée. Donc voilà, en Oui. attendant, Nicolas, si tu veux réfléchir aux autres cas de jurisprudence sur la signature électronique, et puis on y reviendra à la fin. Bah, juste que ce ne sont pas les seuls cas, il y en a plein d'autres. Après, je ne sais pas oui, si effectivement on aura le temps d'y revenir ou pas, mais ce ne sont pas les seuls. Merci.
Maintenant, on va passer la parole à Jonathan qui va vous parler plutôt des aspects, on va dire, pratiques de mise en place d'une solution de signature électronique, donc en termes de coûts, d'intégration technique et fonctionnelle, parce que bon, opter pour la signature électronique, c'est bien, mais ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Donc voilà, je laisse la parole à Jonathan, qui est sur mute. La technologie. Bonjour à tous. Merci Nicolas, j'ai appris des choses. C'est toujours bien d'avoir un update sur la jurisprudence notamment. S'il y a des Français parmi nous, la Cour d'appel d'Orléans avait juste rappelé ce que vient de dire Nicolas, que la charge de la preuve est renversée qu'avec la signature qualifiée. En l'occurrence, c'était une personne qui avait contracté un crédit auprès de Carrefour Banque. Il avait commencé à régler les, euh, les remboursements et puis avait arrêté. Il avait assigné pour le paiement de l'intégralité de la somme, mais n'avait pas apporté la preuve que c'était une signature qualifiée et il n'avait de fait juste pas versé dans le dossier des pièces qui auraient permis de démontrer que c'était bien ce monsieur-là qui avait cliqué sur le bouton pour accepter le contrat. Et donc, le crédit n'était pas remboursé par cette personne. Mais, et j'y reviendrai sur les questions de la preuve. Je me permets d'insister sur ce qu'a dit Nicolas, c'est très complexe. La première question est la question juridique. Dans quel pays, pour quel type d'acte, et pour quelles raisons, et on arrivera sur la partie technico-fonctionnelle là maintenant, mais vraiment la partie juridique, c'est le point de départ. C'est le point de départ. Et il ne faut pas juste se dire, bon, bah, on est en 2024, c'est bon, on peut y aller. Enfin, c'est pas si simple que ça. Donc, vraiment, renseignez-vous dans le détail. Assurez-vous surtout sur le type de document et les territoires dans lesquels votre entreprise opère pour être sûr que vous ne commettez pas d'impair. Donc, ça, c'est vraiment je me permets d'insister sur cette question. Concernant le choix, bien évidemment, le coût est un élément très important pour la plupart des entreprises. Il y a très peu d'entreprises qui viennent nous voir en disant c'est bon, le prix m'importe peu, il me faut ça, ça et ça. Le coût est peut être très important. Je pense que le plus gros client en termes de signature électronique pour nous dépense plusieurs millions d'euros par an en signature. C'est un volume phénoménal d'enveloppes de signature électronique. Et il faut faire attention aux modalités de facturation et de pricing. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ça varie en général selon la typologie de signature. Une signature électronique qualifiée coûte plus cher qu'une signature avancée qui coûte plus cher qu'une signature simple. Quelles sont les options de prix? Quelles sont les tarifications de prix? Ça varie selon chaque prestataire. Pour vous donner une fourchette, une ordre d'idée, ça peut aller de 20 € pour chaque signature qualifiée. Ça peut descendre jusqu'à moins d'1 € pour une enveloppe pour du très gros volume. Maintenant, il y a des prestataires qui permettent de faire du pricing, ce qu'on appelle API, et on paye un abonnement qui est très cher dans l'absolu, mais qui revient très peu cher une fois qu'on le rentabilise avec un volume phénoménal de signatures. Il ne faut pas oublier le coût des intégrations. Donc, est-ce que vous allez brancher votre signature électronique, votre outil, sur quelque chose d'autre? Parce que c'est utile en soi. C'est utile en soi. Ça nous permet d'éviter la phase par affaire où on va de bureau en bureau. Est-ce que vous pouvez juste valider? Est-ce que c'est OK pour vous? Et puis on arrive finalement à la personne qui va signer. Regardez, ça c'est la fiche navette qui a, etc. C'est pratique de pouvoir se passer de cela. En revanche, la vraie valeur ajoutée, c'est de permettre la dématérialisation d'un workflow dans son ensemble. Et donc, par exemple, un outil de gestion de cycle de vie de contrat,
C'est très bien, mais si on arrive à la fin, on génère, on fait valider électroniquement, etc. Et puis il faut imprimer pour signer. C'est pas très utile. Et c'est pas très utile non plus d'avoir à télécharger le PDF, le réuploader dans son outil de signature, de l'envoyer, de le récupérer, de le ressortir et puis de le réuploader manuellement dans une archive du département juridique. C'est pas non plus l'idée. Donc gardez bien en tête la question des intégrations. Le coup par enveloppe, API, option et intégration, c'est très bien. Donc, technique et fonctionnelle. Donc, intégration technique, je viens de l'évoquer, c'est comment est-ce qu'on va faire pour que techniquement, les données transitent entre des différents systèmes de l'entreprise. Un petit mot ici sur les types de signatures. Donc, tout ce qui est, et je vais parler de click wrap et click to accept. Vous me pardonnerez les anglicismes, comme mon accent l'indique peut-être. Je ne suis pas français. Click wrap et click to accept, ce sont des techniques que nous connaissons tous, qui sont la petite case à cocher. On va cliquer sur la case pour indiquer son consentement à quelque chose. On a tous, sans doute, coché l'une de ces cases. Et vous, je l'avoue volontiers, sans forcément lire l'intégralité des termes contractuels qui nous sont proposés par le service en question. Une question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que ça vaut signature électronique? La réponse est assez technique et peut être assez complexe. Et je vous laisserai vous rapprocher de Nicolas pour un avis juridique poussé sur la qualification juridique exacte. La réponse technique qu'on apporte souvent avec nos clients est la suivante. Si on ne peut pas faire le lien entre la personne qui manipule l'ordinateur, qui utilise l'ordinateur à l'instant du clic sur le bouton, vous êtes probablement face à une signature simple. Si vous n'avez pas la possibilité de démontrer qui a signé. La plupart des problématiques techniques côté client sur lesquelles nous travaillons sont de nature très technique, c'est-à-dire où est-ce que je vais mettre la case à cocher, où est-ce que je vais mettre les termes que les clients indiquent accepter, comment je fais le lien entre ma case à cocher, les termes que le client a acceptés et la version qui était en vigueur à ce moment-là. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes une entreprise qui vend du logiciel et vous avez envie de mettre en place ce qu'on appelle du self-serve, du B2C. Quelqu'un peut aller sur votre site web, cliquer sur des boutons, entrer ses coordonnées bancaires ou sa carte de crédit et repartir avec son produit et vous laissez son abonnement et vous laissez son argent. Vous mettez en place des CGV, vous les mettez à disposition, vous faites un petit lien vers les CGV depuis votre page d'abonnement. Comment est-ce que vous faites pour vous assurer que vous allez pouvoir démontrer 2 ans plus tard, quand le client annule son abonnement ou que ça signe, vous avez besoin de démontrer le contenu des CGV qui était à jour au moment du clic sur la petite case. En fait, il vous faut plusieurs choses. Il faut que vous puissiez démontrer qui était connecté à ce système. Il faut que vous démontriez ce qui était à l'écran au moment du clic, parce que sinon ils vont dire: «Ah non, mais ça je n'ai pas vu, il n'y avait pas des références à vos CGV». Et puis une fois que vous avez pu démontrer cela, il faut démontrer ce qu'il y a dans les CGV et en garder trace. Si c'est vous qui gardez la trace de la modification des CGV sur vos serveurs, hem, peut-être que ou peut-être pas, mais peut-être que le juge s'intéresserait à la question de la modification de ces CGV. C'est-à-dire, est-ce que le juge est sûr et certain, en regardant les logs de serveur, par exemple, que vous n'êtes pas en train de lui montrer quelque chose que vous avez juste inventé, injecté dans le. Donc, en général, on fait appel à un prestataire de ClickWrap qui permet de connecter toutes ces choses ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus tard, quand vous avez le besoin de démontrer qui a signé quoi, qui a accepté quoi, qui a cliqué sur quoi, vous êtes en mesure de sortir une session utilisateur rattachée à un adresse email,
avec un token SMS, le fameux code. Merci de rentrer votre code ici, que vous recevez sur le téléphone. Mais quelque chose de personnel. Vous êtes en mesure de rattacher une session utilisateur à une session navigateur avec des captures d'écran qui montrent bien ce qui a été donné à l'utilisateur quand la personne a cliqué sur le bouton. Et vous êtes en mesure de démontrer sur un log non modifiable par vos soins côté prestataire, vous êtes en mesure de démontrer ce qui était en vigueur au moment où la personne a cliqué sur le bouton. Bon, ça, c'est une question technique sur le ClickWrap et le Click-to-Accept. Intégration fonctionnelle. La tech, c'est très bien. Nous, on dit souvent people, process and tech, les gens d'abord, puis le process et puis la technologie à la fin. L'intégration fonctionnelle est très importante. Quel est le process de fait au sein de votre entreprise? Comment est-ce que vous faites signer les contrats actuellement? Qui les signe? Quelle délégation? Quel mandat? S'il y a des entités diverses et variées dans des pays différents. Par exemple, vous avez une filiale en Italie. Est-ce que les directeurs des ventes peuvent signer ce contrat en Italie? Ou est-ce que le mandat qui lui a été donné par le board en Italie ne couvre pas ce type de contrat? Il faut avoir une vision très claire et très détaillée sur les pouvoirs des administrateurs de l'entreprise, de ses filiales, mais aussi des délégations. Des délégations que ce soit temporaires, limitées dans le temps, etc., qui peut signer en l'absence d'un tel dans tel pays. Toutes ces choses sont des questions d'intégration fonctionnelle qui ont bien sûr une déclinaison technique, parce qu'il va falloir paramétrer l'outil pour donner effet à ce besoin fonctionnel, mais ça part du besoin fonctionnel. Donc le coût, il faut garder les métriques de coût en tête. Les intégrations techniques, il faut avoir une bonne vision sur l'ensemble de l'architecture de l'entreprise pour des raisons techniques de choix d'outils quand vous faites un cahier des charges ou un RFP. Mais il ne faut jamais perdre de vue que vous allez utiliser cet outil pour venir appuyer un process au sein de l'entreprise qui est fait par les personnes. Donc oui, le besoin fonctionnel est là. Si vous êtes en train de modifier cela, les besoins des personnes vont passer devant les besoins techniques. Je m'explique. J'ai un client qui utilise signature électronique en très grand volume et qui a toujours des fiches navettes manuelles. C'est très simple. L'hiérarchie de l'entreprise fait que il y a un certain nombre de personnes en poste qui viennent d'une culture du manuscrit. Ils ont accepté tant bien que mal le fait de signer électroniquement, mais la fiche navette répond à ce besoin qu'ils ont, qui est d'avoir une signature manuelle. Enfin, pour certaines personnes, j'avoue, moi compris, c'est un peu incompréhensible. Pourquoi on veut préserver ce truc, c'est inefficace, etc. Mais socialement, culturellement, au sein de cette entreprise, c'est important. La réponse, la signature manuscrite en personne autour d'une bouteille de champ après un closing, c'est important. Ça peut être une réponse tout à fait valable. Donc, si vous êtes en train de penser à ces questions de qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on l'intègre, comment est-ce qu'on l'améliore, je préconise de partir des personnes, d'identifier le process, et puis après de regarder quels sont les leviers technologiques sur lesquels on peut tirer pour aller plus vite. Quentin, merci. Et voilà, ça, j'ai fait la partie positive. Ça, c'est la partie négative. Quels sont les pièges à éviter? Inadéquation entre business et process. Hier, j'ai fini avec un client qui avait un sales qui s'arrachait les cheveux, un directeur commercial qui s'arrachait les cheveux pour la raison suivante. Il discutait avec ses prospects, il communiquait très clairement sur l'aspect commercial de la relation commerciale qui était en train de naître entre son entreprise et l'entreprise du prospect. Et il avait un outil sophistiqué, il envoyait un formulaire à remplir pour l'onboarding de l'entité, l'adresse, le SIREN, le SIRET, etc.
Et puis à la fin, il balançait le contrat et c'était 23 pages. Et la personne qui recevait ça, qui était OK pour signer, et cetera, pensait qu'elle avait déjà donné toutes les informations dont mon client avait besoin et que c'était bon, on pouvait commencer à travailler ensemble. Et en fait, c'était que le début parce qu'il y avait un contrat de 23 pages à négocier. Il y avait une inadéquation totale entre le besoin business et le besoin process. On les a aidés à remettre des choses en ordre et de faire un hors de forme beaucoup plus light, un hors de forme beaucoup plus light, qui est à mon sens un conseil que leur conseil juridique aurait pu offrir s'ils étaient un petit peu plus, business minded, comme on dit, avec Nicolas. Hem, Balancer un contrat de 23 pages à la fin d'une négociation, c'était jamais une chose, très très utile. Hem C'est la même chose avec la signature électronique. Quel est le besoin? Quel est le besoin business? Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui clique sur des boutons sur un sign up, pour un site web et qui s'attend à pouvoir justement juste cliquer sur des boutons et avoir son PDF à la fin? Ou est-ce qu'il faut autre chose? Donc l'inadéquation entre le business et le process est le 1er piège à éviter. Après, une fois que vous pensez avoir identifié un outil, le flux de travail est très important. Comment est-ce que vous allez utiliser concrètement cet outil? Hem, Comment est-ce que vous allez utiliser pardon, cet outil? Hem, Par exemple, hem, un CLM dont je tairai le nom, ne permettait pas, d'annuler une enveloppe envoyée. Donc s'il fallait modifier les signataires, une fois que la demande initiale de DocuSign, en l'occurrence, avait été envoyée, il fallait se connecter sur DocuSign, le remodifier, le relancer et c'était pénible et chronophage. Hem, la manière du flux de travail, la manière dont le flux de travail s'adapte à l'outil est juste infinie. On peut presque tout faire, hem mais il ne faut pas sous-estimer cette partie du travail. C'est pas parce que l'outil est acheté, déployé, en train d'être utilisé que vous avez fini. Il y a beaucoup de choses qui restent à améliorer. Hem, le dernier piège, de la vision trop étroite, hem, c'est cette question principalement d'intégration. Hem, la meilleure manière d'avoir une vision holistique du besoin, c'est de parler premier c'est le dernier anglicisme, single source of truth, SSOT, la source unique de vérité au sein de l'entreprise. Quand quelqu'un dans votre entreprise a besoin d'aller chercher un contrat signé pour voir quel est l'engagement de l'entreprise, quels sont les engagements que nous avons pris vis-à-vis de ce client, où est-ce que je vais chercher pour le trouver? Cette question recouvre une complexité immense. Hem, quelle direction est propriétaire des contrats? Où sont stockés les contrats? Est-ce que l'information est utilisée en amont ou en aval? En amont par les juristes pour générer le contrat, en amont pour des process KYC, KYS. Est-ce qu'on a scanné le client pour vérifier qu'on peut faire du business avec cette entité? Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est sous sanction ou interdit ou sur des listes noires et cetera? En aval, est-ce qu'on récupère ces données contractuelles de manière automatique pour que l'équipe finance puisse facturer ce que nous avions, ce pourquoi nous nous sommes engagés à livrer? Est-ce qu'il y a des systèmes de production? Est-ce qu'on a lancé une production dans une usine quelque part sur la base de ces données? Et donc cette question recouvre toute cette complexité de où sont stockées mes données. La signature électronique est souvent, c'est par définition le point entre toute la donnée amont et toute la donnée aval. Toutes les autres directions de l'entreprise sont sophistiquées, technologiques. Les équipes sales utilisent Salesforce, l'équipe finance utilise SageBooks, QuickBooks, Oracle, NetSuite. Enfin, les juristes commencent depuis 10 ans, 5 ans à avoir ces outils de manière plus fréquente. Mais la signature électronique, c'est le point entre les 2. Donc le sales en amont, qui va aller chercher des clients, le marketing qui traque les clics sur internet, qui traque les campagnes de publicité à la télévision. Toutes ces informations qui coulent dans un contrat, c'est le business. C'est cette relation, cette information qui coule dans le contrat est solidifiée à un instant T de signature et en aval, on utilise les données aussi. Hem Et il est très rare que les chaînes de données soient connectées
en amont et en aval. Mais la question où sont stockées mes données, like where is my single source of truth, recouvre toute la complexité de toute cette chaîne. Et si vous êtes en train de vous poser la question de la signature électronique, si vous êtes LegalOps, si vous êtes juriste en charge de ces sujets au sein de vos équipes respectives, c'est selon moi la vision que vous devez d'avoir, la vision très très large, transversale, sur l'intégralité de ce qu'on fait avec la donnée de nos partenaires et prestataires et clients, et en amont et en aval. Je pense que c'est tout pour moi, Quentin. C'est déjà très bien. Merci de tous tes éclairages, Jonathan. Je vais essayer de ne pas être trop long pour avoir le temps pour quelques questions à la fin. Moi, je vais vous donner quelques petites astuces. Alors, parfois, c'est plus d'un point de vue juridique, parfois, c'est plus d'un point de vue opérationnel. Il y aura un peu les deux. Parce que là, on a vu les fondements juridiques, donc les 3 niveaux de signature, l'importance de choisir le bon niveau. On a vu les contraintes techniques et fonctionnelles. Et il y a quelques petites choses parfois, des petites astuces qu'il ne faut pas oublier. Et notamment par expérience, ça on le voit, c'est tout ce qui concerne les dates et lieux de signature. Parce que voilà, quand on était sur la signature manuscrite, dans nos modèles de contrat, on avait toujours à la fin fait en autant d'exemplaires à tel endroit avec la date. Et parfois, quand on utilise ces modèles, mais qu'on est passé en signature électronique, en fait, il y a une incohérence entre le fait en autant d'exemplaires originaux qui n'est plus vrai. Donc, il faut revoir ces modèles de contrat pour insérer une clause de signature électronique appropriée. Et pareil, le fait à tel endroit, avec la date, peut devenir un non-sens parce que dans le cas d'une signature avec un certificat, c'est le certificat qui dira quand est-ce que vous avez signé et à quel endroit. Et dans ce cas-là, on peut avoir une incompatibilité entre ce qui est marqué dans le contrat et ce qui est marqué dans le certificat. Alors pourquoi c'est à la fois pratique et pas pratique? Le côté pas pratique, c'est que du temps de la signature manuscrite, on pouvait plus ou moins antidater un document, on pouvait signer des pages de signature, les garder en escroc le temps de finaliser le document et ensuite on compilait le tout le jour du closing. Avec la signature électronique, ce genre de choses n'est plus possible. On ne peut pas faire signer à l'avance une page de signature et ensuite compiler, parce que c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure. Il n'est pas recommandé du tout de mélanger du manuscrit et du signé électroniquement. De la même manière, si on fait signer qu'une page de signature et qu'ensuite on compile avec le contrat qui n'était pas final, on n'aura pas la traçabilité du document dans son ensemble. Et cela peut aussi poser des problèmes si on part sur le lieu de signature. Dans certaines juridictions, on ne peut pas signer depuis tel ou tel pays pour éviter des remises en cause du Center of Main Interest. Donc parfois, ça m'est déjà arrivé, moi, d'envoyer des contrats à des personnes pour signature et qu'on me dise, je ne signerai pas aujourd'hui, je suis sur le territoire américain ou je suis sur le territoire du Royaume-Uni. Et donc, la personne ne signe pas parce que le certificat identifiera bien la personne comme étant, grâce à son adresse IP, comme sur le territoire américain ou anglais ou d'un autre pays, et que cela peut avoir des conséquences juridiques, fiscales sur la signature du contrat. Alors que du temps de la signature manuscrite, la personne pouvait signer et puis on pouvait dire fait à Paris, même si finalement elle était à Londres. Ça n'engageait que la personne qui l'écrivait. Avec la signature électronique, on est un peu plus surveillé, on va dire. Donc ça a des contraintes à la fois juridiques et opérationnelles dont il faut tenir compte. Il y a aussi la maîtrise des envois, c'est-à-dire qui dit signature électronique, généralement, c'est qu'on a de plus en plus tendance à faire signer vite les documents. Avant, avant d'aller présenter un document pour signature à son PDG, à son directeur financier, on prenait le temps, on mettait dans un parapheur, on n'allait pas le déranger toutes les 5 minutes pour signer quelque chose. Avec la signature électronique, vu qu'on est derrière son ordinateur, on se connecte à DocuSign ou n'importe quelle autre solution. C'est beaucoup plus simple, mais après, ça peut aussi créer une sorte de confusion. On peut louper des signatures. Les personnes qui doivent signer peuvent être submergées d'emails qu'on n'est pas les seuls à envoyer non plus. Donc, les personnes peuvent avoir plein de demandes DocuSign dans tous les sens et c'est plus ce qui a été signé, ce qui n'a pas été signé. Alors, chacun y va de ses rappels et ça inonde littéralement la boîte mail. Donc, voilà, la signature électronique facilite la signature, mais peut-être parfois un peu trop. Donc, il est important de garder une certaine maîtrise des envois, de cadrer qui envoie, éventuellement quand est-ce qu'on envoie, et je vous donnerai un petit exemple concret après. Euh, et enfin, dernière astuce, c'est que comme l'a dit Jonathan, parfois
l'ancien, ça a du bon et que, notamment sur un closing, par exemple, un closing qui doit avoir lieu tel jour, à telle heure, bah, entre les contraintes de lieu et de date de signature, où là, pareil, avec DocuSign, il faut gérer, donc on peut éventuellement mettre des envois décalés. On peut avoir une personne qui va signer en premier pour déclencher ensuite le process. Mais parfois, finalement, se retrouver dans une salle autour d'une bouteille de champagne pour signer à la main les documents du closing, ça peut avoir du bon aussi bien sur le côté social que sur le côté juridique et fonctionnel parce que ce sera plus approprié. La technologie, c'est bien, mais c'est pas parfait, ça ne répond pas à tous les besoins et à toutes les situations. Donc voilà, même si vous êtes utilisateur d'une solution de signature électronique, il peut y avoir des cas où la signature manuscrite restera plus appropriée, que ce soit pour une question voilà, technique, culturelle, ou peu importe. Ou voilà, comme l'illustrait aussi Jonathan, le manuel peut avoir une place quelque part dans le process. C'est ce que tu disais tout à l'heure avec l'exemple de la fiche navette papier qui circule chez ton client avant de passer en signature électronique. Voilà, culturellement, il y a ce besoin d'avoir encore une étape un peu à l'ancienne. Si c'est justifié, si c'est accepté, il n'y a pas de mal à cela. Pour terminer, avant les questions, 2 petits exemples. L'importance de la mise en place d'une politique. Alors ça, pour le coup, ça va recouvrir tout ce que Nicolas a dit au début, tout ce que Jonathan a dit aussi. Qui dit signature électronique dit voilà, choisir le bon niveau de signature. Qu'est-ce que je signe avec quel niveau de signature? Quand c'est de l'intra-groupe ou même de l'interne, la signature simple peut suffire parce qu'on est entre nous, entre guillemets, donc on se doute que personne n'ira challenger la signature de l'autre. Parfois, il y a des contraintes juridiques. C'est ce que je mettais dans le tout à l'heure. La loi française, par exemple, impose que les PV d'AG soient signés au moins avec une signature avancée. Donc là, on sait que voilà, quand on va devoir choisir sa solution et son volume d'enveloppe et son niveau de signature, on va devoir, si on compte faire signer ces PV d'AG par signature électronique, avoir un minimum de signatures avancées dans son package pour pouvoir faire signer les PV d'AG. Et justement, la mise en place d'une politique de signature électronique dans une entreprise peut permettre en fait de cadrer tout ça, de cadrer quelles sont les enveloppes attribuées, qui a des droits d'accès aussi à la plateforme de e-signature. Est-ce que c'est tout le monde qui est administrateur, qui est seulement envoyeur, qui est signataire uniquement? Est-ce que ma solution elle est intégrée avec d'autres outils et dans ce cas-là aussi bien gérer, bien documenter les droits d'accès? Si par une API c'est lié à un CLM ou à un Salesforce ou n'importe quoi d'autre, est-ce que je ne perds pas le contrôle quelque part sur les droits d'accès ou les envois? Parce que aussi ça permet de monitorer le volume. C'est tout le monde peut envoyer des enveloppes électroniques. Est-ce que je ne vais pas cramer mon package au bout de 6 mois alors que je pensais que ça me tiendrait un an parce que finalement tout le monde se met à envoyer tout et n'importe quoi en signature électronique. Donc voilà, la mise en place de la politique, elle peut être très intéressante pour cadrer la signature parce que qui dit électronique dit plus facile, plus rapide, mais aussi peut conduire à davantage de fouillis ou de désorganisation fonctionnelle. Et donc d'avoir une politique d'utilisation de la signature électronique en interne peut permettre de cadrer tout ça. Et ensuite, un autre exemple pratique, on parlait de fiches navettes tout à l'heure, et ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place, moi, dans l'entreprise où je travaille. On a mis en place une fiche navette électronique qu'on met dans DocuSign. Pourquoi? C'est qu'on s'est rendu compte qu'avec avec la signature électronique, ben, on faisait facilement signer des documents qu'on envoie au PDG, au directeur financier, mais que souvent, on avait un email en retour. C'est quoi ce document? Est-ce que ça a été validé? Et donc, du coup, à chaque fois, on répond par email et du coup, on perd un petit peu de temps. Et du coup, on s'est dit, comment on peut avoir un process clair pour rassurer les signataires aussi. Et dans ce cas-là, on a mis en place une politique e-signature qui disait que c'était uniquement l'équipe juridique qui pouvait envoyer les DocuSign. Et au sein de chaque enveloppe, on avait une petite fiche navette, un document supplémentaire qui indiquait le propos de la transaction, la liste de toutes les personnes qui signent des documents dans l'enveloppe, la liste des sociétés concernées et également le nom des personnes qui ont validé les documents. Donc, si c'était des documents juridiques, on met par exemple le General Counsel. Si c'est des documents fiscaux, on met le responsable fiscal et ainsi de suite. Et on fait signer ces personnes-là la fiche navette avant les signataires des documents.
C'est-à-dire qu'on séquence la signature, quasiment la totalité des prestataires permettent justement de séquencer les envois, c'est-à-dire qu'on a l'enveloppe, elle arrive d'abord à telle et telle personne, puis une fois que c'est signé, ça part au suivant. C'est ce qu'on a fait avec notre fameuse fiche navette, c'est qu'on mettait toujours en premier signataire les validateurs de la fiche navette, donc les personnes qui ont vu les documents. Ils signent la fiche navette s'ils sont OK, parce que parfois ça peut arriver qu'ils aient validé le document, mais qu'ensuite, sans faire exprès, on a glissé une mauvaise version dans l'enveloppe ou quoi que ce soit. Donc, ça permet d'avoir un contrôle, un filtre. Et c'est seulement une fois que ces personnes-là ont signé la fiche navette que ça arrive chez les signataires vraiment des documents, qui du coup, eux, ont à la fois l'assurance que c'est le bon document, parce que s'il y a eu une erreur, ça a été recalé avant, donc ils ne voient même pas passer le DocuSign en fait. C'est la personne qui doit valider, dit ah tiens, il y a une erreur, c'est pas le bon document. Elle peut ne pas signer. Dans ce cas-là, on annule l'enveloppe, on en fait une nouvelle et ça évite de polluer la boîte mail des signataires finaux avec des enveloppes qui vont ensuite être invalidées ou annulées. Donc ils ne le voient même pas passer. Et inversement, si c'est dûment approuvé et signé, dans ce cas-là, ils reçoivent l'enveloppe qui a été validée. Ils savent que c'est validé. Dans ce cas-là, ils peuvent signer avec davantage de confort. Et nous, on avait ajouté à cela l'envoi aussi à un certain créneau de la semaine, parce qu'on s'est rendu compte que les signatures électroniques partaient un peu dans tous les sens, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, parce qu'on voilà, c'est facile, on envoie une enveloppe comme ça depuis son ordi, et on avait décidé de caler en fait tous les envois de signatures électroniques sur 2 après-midi par semaine pour centraliser un petit peu les demandes. Et ensuite, au niveau culturel, on avait aussi montré aux personnes qui signent souvent comment installer l'application sur leur téléphone, parce qu'on leur a montré que c'était plus simple pour eux de suivre les demandes, parce que souvent les personnes qui doivent signer ne pensent pas à installer l'application, ils regardent dans leur email, alors que souvent sur l'application, on a demande en attente, et ça permet de plus facilement voir tout ce qu'on a en attente de signature. Donc voilà, il y a eu aussi un travail culturel de montrer que voilà, il y a au-delà des emails, il y a aussi les applications qui permettent de signer plus facilement, de voir où ça en est. Donc tout ça a été mis dans une politique. Donc voilà quelques exemples pratiques, on va dire, d'utilisation de la signature électronique. J'essaie de faire au plus vite pour garder 5 minutes pour les questions. Je ne sais pas si certaines personnes ont des questions. N'hésitez pas à les mettre dans le chat ou vu qu'on n'est pas très nombreux, je vais voir si je peux éventuellement. Est-ce que je peux activer? Oui, j'ai réactivé les différents micros des participants. Si certains souhaitent poser des questions, allez-y, on n'est pas très nombreux, ça devrait aller. Euh, alors, on a une question, du coup, du coup, pour antidater, faut-il nécessairement avoir recours à la signature manuscrite? Euh, Ask the lawyer. Demande au lawyer. C'est pas bien d'antidater. Il y a quelque chose qui peut être fait de manière tout à fait légale, c'est de signer un document, même, on va dire, à la date d'aujourd'hui, mais de dire qu'il sera applicable rétroactivement. Après, si pour d'autres raisons, il faut vraiment qu'une date soit indiquée, je pense qu'effectivement, avec une signature électronique, ça risque d'être un peu plus compliqué parce que ça sera basé sur le prestataire de service et ils vont utiliser la date du jour, évidemment. Donc, euh, Oui, tout simplement, vous n'avez pas la main sur la date, le tampon. La partie intégration des signatures électroniques qu'on peut consulter dans un lecteur de PDF en disant regardez la signature et il y a le truc qui dit c'est bien valide et c'est signé par un tel et un tel. Cette partie-là n'est pas modifiable pour des raisons évidentes par les utilisateurs. C'est quelque chose qui est généré de manière automatique côté solution. Donc, c'est une très mauvaise idée de marquer manuellement en mention manuscrite une date déjà passée et de signer le jour J.
parce que la seule date qui vaudrait, c'est la date qui est, en tout cas, pardon, juridiquement, je laisserai Nicolas répondre sur ce qui vaudrait, mais la partie technique visible, ce sera très très visible que c'était une tentative d'anti-dating. C'est ça que c'est quelque chose, nous, qu'on a vu aussi, c'est que dans la plupart des modèles de contrat, on a souvent fait à la date des présentes ou quelque chose comme ça, où finalement on assimile la date de signature à la date du contrat. Avec la signature électronique, on s'est rendu compte que dans la plupart de nos contrats, on avait changé des modèles pour vraiment différencier la date de signature de la date d'effet. On n'avait pas forcément de date d'effet précise ou définie dans nos modèles de contrat. De plus en plus, on a une date d'effet différente de la date de signature. Parce que voilà, on n'a pas le contrôle sur quand est-ce que les personnes signent. Et parfois, un jour de décalage, ça peut avoir un impact. Si vous faites signer un contrat de prêt avec des intérêts sur des plusieurs millions ou milliards, avec les taux d'intérêt en vigueur, ça, une journée d'écart, ça peut être lourd. Si la personne se connecte sur la signature électronique et signe à minuit 1, le certificat, il y aura un jour de décalage. Et si voilà, il faut collecter toutes les signatures, un jour, ça peut vite représenter des dizaines de milliers d'euros d'intérêt sur un document. Alors que de séparer vraiment la date de signature de la date d'effet, quand ça est possible, bien sûr, ça permet d'avoir d'un côté le juridique qui est sécurisé par la date d'effet et ensuite d'avoir une certaine flexibilité sur la date de signature. Alors, c'est pas toujours possible, selon les contrats, on ne peut pas avoir un effet rétroactif, parce que du coup, si on met une date d'effet, ne serait-ce que la veille, ou si la personne signe à minuit 1, c'est pas toujours possible d'avoir un effet rétroactif. Mais quand cela est possible, c'est vrai que c'est une petite astuce à avoir, c'est de prévoir dans davantage de contrats une date d'effet qui soit distincte de la date de signature pour justement éviter des incohérences ou de devoir antidater. Et je reviens sur un commentaire que j'avais fait en introduction, c'est si vous utilisez des templates que vous signez régulièrement, relisez-les peut-être une fois avec vraiment un regard signature électronique pour voir si toutes les clauses sont bien adaptées et voir si vous ne devez pas en adapter l'une ou l'autre pour éviter justement ce genre de problème ou d'incohérence. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? A priori, non. Eh bien, dans ce cas-là, merci à tous d'être venus. Merci à Nicolas et Jonathan. Pour plus d'infos, petite parenthèse promo, n'hésitez pas à suivre les newsletters de PwC Légal à Luxembourg. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter de Calam, qui apporte beaucoup de conseils pratiques pour les directions juridiques. Vraiment une très bonne newsletter, très, très pratique et qui justement avait dédié un numéro à la signature électronique sur justement la dernière jurisprudence. N'hésitez pas, de mon côté, moi j'ai aussi un podcast là qui arrive, donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre ou à nous contacter sur LinkedIn si des questions vous reviennent après coup, on y répondra avec grand plaisir. Merci à tous. À Merci bientôt. Quentin pour l'invitation. Merci. Merci. Au revoir. Salut, bonne journée.